Si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Hier, à 19h heure locale, notre base opérationnelle de Soxent au Qatar a été attaquée. Personne n'a encore revendiqué cet acte de guerre. Et le seul indice que nous possédons à l'heure qu'il est ce son. Voici un podcast sur le son au cinéma. Comment on le fabrique et à quoi il sert. Effets, trucages et astuces. Les oreilles d'or du cinéma révèlent comment ils créent la bande sonore d'un film. Ils sont bruiteurs, monteurs ou compositeurs. Ils travaillent sur des blockbusters de SF ou des films d'auteur. Ils adorent leur métier et racontent tout depuis leur studio. J'entends rien là. Chut, écoute. Écoutez le cinéma, épisode 5. Shebam, Blop, Wiz. Alors là, on entend beaucoup de pistolets laser néo Star Wars. Guillaume Bouchateau est monteur son. Ce que les anglo-saxons appellent sound designer. Il commence sa carrière à la fin des années 90. Je lui fais écouter la séquence d'ouverture d'un film de science-fiction sorti en 1991. Ça, pareil, c'est fait au synthé, ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est le début de Terminator 2. Oui, ça, c'est le début de Terminator 2 avec les robots qui avancent et la guerre des machines. Ça y est. Oui, ça me revient. C'est le premier plan du film, c'est l'ouverture du film. Là, je vois une évolution des synthés, quoi, essentiellement. Là, on est en train de passer au tout numérique en 91. C'est quasiment fait uniquement au synthé, quoi. Et ça accuse son âge déjà. Mais on est en multipiste, ça commence à devenir sophistiqué. On entend énormément de sons à la fois. Un scénario de film de science-fiction s'appuie souvent sur une technologie imaginaire et se déroule dans un monde inventé, peuplé de robots, de machines volantes et d'armes en tout genre. Des figures technologiques complexes auxquelles il faut donner vie. Les enfants le font tous les jours, faire exister par le son leurs jouets en bois et en plastique. Au cinéma, c'est le travail d'ingénieurs du son comme Pascal Villard de donner une base sonore à tout un univers imaginaire. Et les Américains ont donné un terme à ce travail précis. Ce qu'on appelle le sound design, donc qui est un terme anglo-saxon et qui veut dire création sonore, ça consiste à élaborer une bande son qui serait cohérente sur l'ensemble du film, donc un univers sonore qui serait défini par rapport à des intentions de réalisateur comme d'une espèce d'arc narratif. Plus prosaïquement, le sound design consiste dans la partie du montage son qui est de créer des sons. L'exemple le plus évident, c'est pour les films de fantasy ou de science-fiction, puisque les sons n'existent pas, puisque les images elles-mêmes sont des effets spéciaux. Par exemple, pour les Avengers, évidemment, tous les sons de sortilèges, de super-héros qui volent ou de distorsion temporelle, ça n'existe pas dans la réalité. Donc c'est des sons qui sont entièrement fabriqués, des whoosh, des ouah, des trucs comme ça. Ça, c'est du sound design. Donc on crée souvent des sons qui n'existent pas. Il y a un truc très bête, déjà les coups de poing. Bon bah si tu donnes des coups de poing à quelqu'un, ça fait pas de bruit. Tu donnes un coup de poing à quelqu'un, ça fait un bruit très mat, ça fait ça quoi. C'est pas très intéressant. Au cinéma, c'est des bruits monstrueux, c'est-à-dire que on tape avec des battes de baseball dans des carcasses de bidoche, on fait des trucs incroyables. On triche. Si on ne les met pas dans les films, on a l'impression que le coup de poing n'existe pas. Et comme notre métier, c'est quand même d'incarner ce qu'on voit, ça c'est le degré zéro de notre métier, avant de donner un sentiment ou un sens particulier, une direction particulière à une scène, c'est quand même de faire croire à ce qu'on voit. On est obligé de mettre des sons qui ne sont pas du tout réels.
ou réaliste, ou crédible. C'est comme les portes de vaisseau de Valérian qui s'ouvrent de côté comme ça, c'est deux pauvres contreplaqués avec une poulie, quoi. Puis il y a des becs qui tirent la poulie, donc ça fait cring cring, ça fait un pauvre bruit de grincement de bois et de poulie, quoi. Ça fait pas du tout. Commander, the council is waiting. Le son, c'est quelque chose qui nous englobe, dans lequel on vit et on s'en aperçoit pas. Et l'oreille sélective fait que toute la journée, on oublie l'environnement sonore dans lequel on est. Sauf que quand on l'enlève, c'est là où on ne sait plus où on est. Grégory Vincent est bruiteur. Le son, c'est l'alibi inconscient du rêve. C'est-à-dire que le son, ça permet de comprendre que ce qu'on voit, ça existe. Et c'est pas la réalité, le cinéma. C'est un univers vraisemblable. Voilà. Et le son, c'est la manipulation de l'esprit pour te faire rentrer dans un univers. Il y a un exemple typique pour le film de science-fiction, c'est La Guerre des Étoiles. Et il y a eu un travail de son puisque le réalisateur George Lucas s'intéressait déjà beaucoup au son sur ses deux premiers films, que ce soit THX 138 qui était un film de science-fiction et American Graffiti qui était un film sur sa jeunesse, sur les gars qui faisaient des courses de voitures. Et donc c'est quelqu'un qui s'intéressait au son. Et quand il a fait Les Guerres des Étoiles, il a demandé à son sound designer qui s'appelle Ben Burt, en gros je vais faire un film de science-fiction, mais je veux pas le son des films de science-fiction habituels. À l'époque, les films des années 50 de science-fiction, c'était toujours des espèces de synthés, des ondes, et quand il y avait des soucoupes volantes, des sons pas du tout réalistes. Un son auquel on peut pas croire qu'un moteur fait ça, quoi. Il dit non, moi je veux un vaisseau spatial, c'est un moteur, je veux que ça fasse un bruit de moteur. Mais tout est imaginaire, donc faut qu'on y croie. Donc t'as 1 an, et en gros, pendant 1 an, Ben Burt, il s'est pris la tête avec juste le scénario pendant qu'ils étaient en train de tourner, de dire ça ferait quoi le son d'un vaisseau spatial. Il a enregistré plein de sons, et il a fait une banque de sons pour le film. Par exemple, le son des chasseurs qui passent, là, les trucs qui passent. En fait, c'est un mélange de moteurs de je sais plus quoi filtré avec un son d'éléphant. Si vous écoutez bien, c'est un barrissement d'éléphant. Et du coup, il a inventé un univers sonore qui fait encore date aujourd'hui. Même si l'animation est très définie, c'est quand même le son qui va complètement incarner les choses. Là, on est un peu dans le domaine de l'animation. Et là, il faut vraiment incarner les choses et de façon assez précise. Les pistolets laser, par exemple, ça c'est très compliqué, les pistolets laser, pour essayer de faire un truc un peu original, parce que sur Valérian, on s'était vraiment pris le chou là-dessus, parce que on en a vu des millions, et ça fait toujours un peu le même son. C'est-à-dire que tu as toujours une composante d'arme à feu, une composante électrique, une composante électronique, un truc un peu genre d'éclair, et c'est tout le temps un peu pareil. Il faut essayer de trouver une espèce d'originalité là-dedans, quoi. Donc c'est des sons qui prennent beaucoup de place déjà en eux-mêmes, qu'on met assez fort, tu vois, des trucs qui font scratch, scratch, qui ont énormément d'énergie, et du coup qui suffisent à eux-mêmes. La SF, en fait, c'est paradoxalement, alors que c'est quelque chose où on devrait développer l'imagination, est souvent un genre assez codé, quoi. Qu'est-ce que c'est? Le sabre laser de ton père. C'était l'arme des chevaliers Jedi. Les nouveaux pistolets laser sont bien moins précis. C'est élégant, maniable. L'arme noble d'une époque civilisée. Mais parce que aussi, Star Wars a tellement complètement défini les codes sonores de ce genre de film que c'est extrêmement difficile de s'en... On réagit toujours par rapport à Star Wars, en fait. Il y a un tel univers sonore fort dans Star Wars qu'on... Soit on est contre, soit on est avec.
Mais c'est toujours une référence en tout cas. On est obligé d'y penser quand on monte un film de science-fiction. De grandes révolutions technologiques ont influencé les films et les réalisateurs. Star Wars a fait arriver dans les salles le son Dolby, un son multipiste, plus large, plus puissant, plus grand. Dans tous les arts, la forme a un jour influencé le fond. Le tube de peinture à fermeture étanche a créé les impressionnistes, le latex a créé King Kong, les caméras légères ont permis la nouvelle vague. Ainsi, des films deviennent des marqueurs temporels importants. C'est le cas pour Planète Interdite, sorti en 1956. Donc là, ouais, j'entends des vieux synthés avec des oscillateurs qui qu'on fait monter en fréquence, et puis il y a une espèce de bruit un peu sifflant, résonnant, avec un filtre résonnant derrière qui fait chut. Et puis des sons graves derrière, ça c'est typiquement Planète Interdite. On faisait ça avec ce qu'on avait pour faire un peu moderne, donc des synthés quoi. Et on faisait ça, ça passe beaucoup par la musique, hein. Et whoop. Les premiers, ce qu'on a appelé les premiers synthétiseurs producteurs de musique de façon totalement artificielle, enfin de façon en tout cas électronique, datent quand même de la fin du 19e siècle. Jean-Stéphane Guiton est compositeur et professeur de musique de film au Conservatoire de Paris. Que ce soit les ondes Martenot, le thérémine, le trotonium, le novacorde, tout ça sont des instruments qui existent depuis le début du siècle. Et ces instruments-là et ce type de musique n'ont été utilisés pendant un temps que pour décrire soit la folie, soit la déviance, les alcooliques, les drogués, ce genre de choses. Et c'était toléré seulement à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, à partir du milieu des années 50 à peu près, la technique évolue, donc la narration possible évolue aussi, les sujets de narration évoluent, on peut commencer à diversifier, c'est-à-dire plus être seulement dans le mélodrame, le western, le policier, le thriller et compagnie. On peut développer, notamment si on pense à la SF ou au fantastique. Mais vous avez un film comme, par exemple, Planète Interdite, qui est entièrement constitué de bruits électroniques produits par des appareils ménagers, par des circuits électroniques. Les deux compositeurs, Louis et Bebe Barron, ont enregistré tout un ensemble de sons de provenance électrique ou électronique et ont assemblé toute la bande-son du film uniquement avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul instrument réel. Ce qui leur a valu d'ailleurs les foudres du syndicat des musiciens aux États-Unis. Ils n'ont pas eu le droit d'être déclarés comme compositeurs pour ce film. Moi, mon métier à moi, il existe depuis pas si longtemps que ça. Hein. Pendant très longtemps, c'était des assistants monteurs qui montaient du son un peu comme ils pouvaient. Et puis après, les ordinateurs sont arrivés et là, ça a été la fête. Et ça a été une vraie révolution. Puis des facilités de manipulation de son. Avant, il fallait bien comprendre que quand on découpait un son, il fallait couper dans la bande, raccorder avec de l'amorce, remettre au start. Quand il fallait décaler un son, il fallait tout rembobiner, se remettre au start, repartir. Et c'était un bordel interstellaire. Puis on travaillait dans l'ordre, on était obligé de travailler dans l'ordre, sinon on était obligé de... C'était une vraie galère, alors que là, on travaille dans n'importe quel sens. Si je veux commencer à monter le film par la fin, je peux. À la fin d'une bobine, au milieu d'une séquence, je passe, je change, voilà. Matrix, pour moi, a fait rentrer le cinéma dans l'esthétique numérique et à l'image et au son. Même encore aujourd'hui, quand on fait un son d'interface, où ça ressemble au grain de Matrix, parce qu'il a inventé le grain numérique, qui a été permis par la technologie, où on était passé de l'analogique au numérique, au son.
Donc on avait une gamme de ce qu'on peut entendre en son faible ou en son fort, beaucoup plus importante qu'à l'époque du Dolby Stereo. Et en plus, comme on avait des enregistreurs numériques, on pouvait par exemple suréchantillonner des sons, ce qu'ils ont fait pour Matrix, et créer des distorsions numériques et des types de sons qu'on n'avait jamais entendus. Par exemple, tous les sons d'interface, quand ils passent à travers les téléphones et les trucs qui font des trucs comme ça, avec une texture très numérique, qui est des sons qui, à l'époque de l'analogique, ne pouvaient pas s'enregistrer parce que ça n'existait pas comme type de son. La plupart des films qui aujourd'hui travaillent ce type d'imaginaire sont influencés par Matrix, mais aussi parce que visuellement, ça a été un choc. C'est ça aussi qui fait qu'on remarque le son. Pourquoi le son de la Guerre des Étoiles a été remarqué ? C'est pas juste parce que c'était un bon son, mais c'était un son qui portait un univers visuel très fort, et ça a été la même chose pour Matrix. Les potentialités du son, de changement et d'évolution du son par rapport à l'image, sont énormes. Au son, à l'image, on peut changer maintenant avec les effets spéciaux, le numérique, on peut changer, mais ça a un coût beaucoup plus important que le son. Moi, rien ne m'empêche, au sortir de notre interview, d'aller enregistrer un son pour le monter sur le film sur lequel je suis en train de faire, si j'en ai besoin ou si je ne l'ai pas dans ma sonothèque. Ça ne va pas mobiliser une équipe de 50 personnes. Et surtout, pour tous les sons qui ne sont pas des sons réalistes, la limite, c'est mon imagination et ma manière de produire les sons et ma technicité pour produire les sons et mes idées. Le son est une discipline discrète et méconnue, mais paradoxalement extrêmement puissante. Dans les années 70, un vaisseau spatial en forme de citrouille traverse l'hyperespace. Pourtant, la partie sonore de la fabrication d'un film ne représente que 1 à 2% de son budget total. Les individus avec des grosses chaussures qui évitent le manque de gravité traversent la salle de bal pour assister au mariage du gouverneur. À ce titre, le son au cinéma reste un endroit vaste et libre où des techniciens, dans l'ombre de leur studio, explorent, inventent et s'amusent. Et une bombe est cachée dans le gâteau. Alors, éteignez la lumière, allumez le projecteur et surtout, montez le son. arteradio.com